Donc, poser la question des rapports entre autobiographie et politique dans l'œuvre de Leslie Kaplan exige d'abord de se pencher sur la manière dont mai 68 a durablement réfléchi son travail. S'il peut parfois être commode d'affirmer que mai 68 est sans héritage littéraire, un bref survol de l'œuvre de Leslie Kaplan indique à quel point celle-ci alimente une mémoire de 68 qui n'est pas réductible à une simple héroïsation de l'action militante de jadis, pas plus qu'à une dévaluation autocritique réactionnaire des idéaux gauchistes. Je m'intéresserai ici plus précisément au récit autobiographique à l'excès d'usine et surtout à Mon Amérique commence en Pologne. En bref, il s'agira de montrer que l'autobiographie est politique chez Kaplan dans la mesure où elle se fait le relais à la fois d'un destin individuel et d'un ensemble d'expériences collectives. La politique de l'autobiographie chez Kaplan est avant tout une politique de la mémoire, mémoire de 68 donc, mais aussi mémoire de la Shoah et mémoire de la littérature. En 1982, Leslie Kaplan fait paraître L'excès d'usine, qui revient sur son expérience d'établissement en usine en 1968. Alors que d'autres étudiants occupent la Sorbonne, Kaplan est engagé dans le mouvement Vive la Révolution, groupe maoïste qui prône l'établissement en usine afin d'en finir une fois pour toutes avec l'idéologie qui maintient la division du travail manuel et intellectuel. À l'instar d'environ 3000 autres jeunes personnes issues de différents groupes politiques, principalement maoïstes, mais pas que maoïstes, Kaplan va donc travailler en usine de janvier 68 à 1971. L'excès d'usine est donc son premier livre publié et rend compte de ce phénomène singulier qui a vu bon nombre d'intellectuels abandonner leur statut et leur occupation principale pour adopter une identité politique et sociale autre, celle de l'ouvrier. Il me semble que c'est précisément là où le livre de Kaplan touche à la fois à une question politique centrale, celle de la division du travail, à une question littéraire, celle de la représentation des conditions réelles d'existence, mais surtout à une question d'identité et donc de subjectivité, pour reprendre d'un des termes du titre du colloque. Le livre, L'excès d'usine, est donc reçu avec enthousiasme par Marguerite Duras et Maurice Blanchot, qui ont en commun d'avoir fait partie du comité d'action étudiants-écrivains en mai 68. Mais durant les années 40 et 50, ils font également partie du groupe de la rue Saint-Benoît qui se réunit dans l'appartement de Marguerite Duras. Ce groupe inclut également Dionys Mascolo et Robert Antelme, deux écrivains très importants pour Leslie Kaplan. Pour bien comprendre donc les rapports entre mai 68 et la littérature comme expression de soi, chez Kaplan, je propose de faire un petit détour. Dans la première version, ce n'était pas un petit détour, c'était un très long détour, donc là, ça devrait être un détour, disons, moyen, par Maurice Blanchot et ses camarades de la rue Saint-Benoît. Dès les années 40, une communauté d'esprit et d'amitié se forme autour de Duras. L'expérience de la déportation de Robert Antelme est évidemment centrale dans l'expérience du groupe. Celui-ci en tirera l'espèce humaine, dont Kaplan écrira qu'il s'agit d'un livre qui permet à son lecteur, je la cite, de vivre le paradoxe le plus grand, éprouver en même temps le désespoir devant l'existence de l'enfer réel et la joie devant la force du travail actif de la pensée. Fin de la citation. Sur le retour de Robert Antelme des camps, Dionys Mascolo écrira également un très beau livre, publié en 1987, intitulé « Autour d'un effort de mémoire » sur une lettre de Robert Antelme. Dans ce livre, Mascolo revient sur ce qui fait la singularité de la communauté de pensée de la rue Saint-Benoît. Je le cite, « Nous faisions là notre éducation politico-sentimentale. C'est l'une des raisons qui font que nous n'avons jamais vraiment regretté notre passage par ce parti, le Parti communiste, comme nous aurons l'occasion de l'affirmer maintes fois à l'encontre de ceux qui n'en auront gardé que mauvaise conscience ou dépit. Le passage au Parti communiste n'est pas considéré par Mascolo comme un embrigadement aveugle, mais bien comme un apprentissage nécessaire. Il est peut-être nécessaire de rappeler que dans l'immédiate après-guerre, le Parti communiste français est encore fortement lié au mythe de la résistance, et c'est par la résistance que les écrivains de la rue Saint-Benoît y entrent. Mais le groupe de la rue Saint-Benoît, je le répète, est en quelque sorte rendu possible par la déportation, puis par le retour de Robert Antelme, qui vient tout à la fois sceller leur amitié et complètement bouleverser leur chaîne de pensée. Je me permets de citer assez longuement, je suis moins organisé qu'Audrey, donc je n'ai pas d'exemplier, vous devrez porter attention, je suis désolé. Donc je me permets de citer longuement une très belle citation de Mascolo, qui évoque dans le texte évoqué plus tôt, donc dans le texte qui s'appelle « Autour d'un effort de mémoire », donc je me permets de citer longuement Mascolo qui évoque son amitié pour Robert Antelme. Ce n'est pas sans importance pour ce qui suivra.
À l'imitation de ce qu'il, Robert Antelme, avait lui-même vécu comme dans son sillage, nous n'avons fait que subir un dépaysement, déplacement ou transport de l'imagination et des sens. Accompagné pour nous tout au plus sur le moment d'un certain malaise, il devait cependant nous faire atteindre un point d'où, nous retournant, il nous était donné, sans échappatoire, de nous voir nous-mêmes du dehors. Et toujours à la ressemblance de ce qu'il découvrait en lui, nous avons connu bientôt un état proche de ce qu'il nomme indétermination. D'où suivait ce qu'il nomme encore la possibilité de se préférer autre. Nous perdant, nous nous trouvions. Du moins avons-nous pu en juger après coup, car ce que nous trouvions n'était d'abord que manque, tout étant à refaire dans une incertitude redonnée. Toutefois, dans le moment même où nous étions victimes, comme on pourrait dire, de cette dépersonnalisation, ce n'était déjà plus l'exil où nous étions jetés, ou notre étrangeté nouvelle, mais bien le risque d'être repris par l'identité personnelle de naguère qui nous semblait le plus à craindre. C'est de là, je l'ai dit, que nous nous sommes retrouvés avant d'y avoir rien compris, judaïsés et communisés à jamais, qui sont aussi deux modes selon lesquels il est possible, en effet, de se dérober à toute détermination définitive. Fin de la longue citation de Mascolo. Donc, dans l'après-guerre, Duras, Mascolo, Antelme sont membres du Parti communiste avant de quitter dès la fin des années 40. Donc, passage assez rapide du Parti communiste. Ni Antelme, ni Mascolo ne sont juifs, et pourtant l'expérience de la déportation dans les camps les force à adopter une nouvelle identité politique. Dans ce court texte, Mascolo fait non seulement état de la communauté d'esprit de la rue Saint-Benoît, mais il fait également le récit des quelques jours entourant le retour d'Antelme des camps. Il faut donc comprendre que c'est parce qu'Antelme s'est rendu aux limites de l'humanité que devient possible pour lui et pour Mascolo l'adoption d'une identité nouvelle. Leur judaïsation et leur communisation se fait dans une volonté partagée d'appartenir à une nouvelle communauté. C'est sur cette base qu'ils deviendront membres du Parti communiste et qu'ils élaboreront, tous, Mascolo, Antelme, Duras, Blanchot, une pensée politique de la littérature marquée par les questions d'anonymat et d'impersonnalité. Je note au passage comme ça que la question d'anonymat me semble ressurgir. J'entendais hier Anne Roche parler du comité invisible de Glaise. Je crois que la question de l'anonymat est plus que jamais une question centrale dans la pensée politique de la littérature. Donc en mai 68, ces mêmes écrivains dont je parle depuis tout à l'heure animent le comité d'action étudiants-écrivains. Dans un tract attribué à Maurice Blanchot, il est inclus dans les écrits politiques de Blanchot, ils écrivent donc tous ensemble, mais on devine que c'est Blanchot. Les textes seront anonymes. L'anonymat n'est pas seulement destiné à lever le droit de possession de l'auteur sur ce qu'il écrit, ni même à l'impersonnaliser en le libérant lui-même, son histoire, sa personne, le soupçon qui s'attache à sa particularité, mais à constituer une parole collective au pluriel, un communisme d'écriture. Écrit Blanchot. Écrivent-ils au pluriel. Donc, de la dépersonnalisation de Mascolo à l'impersonnalisation de Blanchot, il y a bien là visible une communauté de pensée réunie sous l'appellation communisme d'écriture. Se noue donc, entre la fin des années 40 et mai 68, l'idée d'une subjectivation politique rendue possible par la littérature. Le sujet politique se constitue ici dans la littérature, mais après une désidentification rendant possible ce communisme d'écriture qui ne se fonde pas, on l'aura compris, sur la centralité de l'auteur. Dans sa contribution récente au cahier de Lerne consacré à Blanchot, dans un texte intitulé MB Construction, assez drôle tout de même, Leslie Kaplan évoque les textes de Maurice Blanchot qui traitent de 68. J'ai commencé à lire, je cite Kaplan, j'ai commencé à lire Maurice Blanchot avec l'espace littéraire, bien avant de connaître ce qu'il avait écrit en 68, et pourtant il m'a toujours semblé que ce qu'il disait là de l'écriture résonnait avec la question de la Révolution. Donc, sur plus de 30 ans, et dans les parages de la rue Saint-Benoît, se cristallise l'idée que l'engagement de l'écrivain se situe bien davantage du côté de l'impersonnalité et de l'anonymat que de l'intellectuel écrivain comme porte-parole, disons, pour le dire vite. Donc, principalement autour de mai 68, l'anonymat devient une vertu cardinale parce qu'elle devient chez ces écrivains la possibilité de réactiver les idéaux communautaires qui présidaient à leur engagement communiste de naguère et à tenter de se départir de la figure d'un intellectuel qui guiderait les masses vers leur émancipation. Leslie Kaplan, me semble, l'héritière de ce nouage entre engagement et subjectivité, ou plutôt entre engagement et non-subjectivité. Et cela transparaît dans les nombreux textes qu'elle a consacrés
Arantelme et Blanchot, lecture qui à chaque fois témoigne d'une grande sensibilité politique. Lorsque Duras et Blanchot reçoivent le premier livre de Kaplan, en 1982, ce sont dans des termes qui reconnaissent cette filiation dont je viens d'identifier des lignes de force. Blanchot mesure d'emblée l'importance considérable du travail de Kaplan. Je dis d'emblée, ce n'est pas tout à fait en 1982, c'est au moment de la réédition du livre, en 1987, que le texte de Blanchot paraît dans Libération. Je cite Blanchot sur l'excel-usine. L'impersonnalité y est d'autant plus impersonnelle qu'elle est vécue au féminin. Usine de femmes. Comme si l'anonymat gardait des caractères génériques. Il cite Kaplan. On est assise, on est folle, c'est normal. Le on est le trait d'un je, sujet sans sujet, qui a renoncé à la singularité sans parvenir à rien de commun. L'usine est immense, mais l'immensité est en morceaux, nous sommes dans l'infini morceau. L'usine n'est pourtant pas l'univers concentrationnaire, l'enfer a ses cercles, on les parcourt, on croit dans la naïve terreur que le terrible a son terme. Ce qui nous attend restera sans témoignage, nous ne le pressentons pas, du moins gardons comme une sauvegarde les mots qu'elle nous donne, en deçà de toute culture, celle qui a su dire l'espace divisé. Ce qui sans origine a toujours détruit la mémoire, il cite encore Kaplan, usine, l'usine, première mémoire, l'immémorial, conclut Blanchot. Donc un fil relie Kaplan à ses années, fil relevé par Blanchot dans ses très beaux mots adressés à celle avec qui il aura une abondante correspondance. Ce fil est celui qui noue la littérature à une certaine responsabilité mémorielle. Mais Blanchot lie également le texte de Kaplan à la lumière de sa propre conception des politiques de la littérature de l'impersonnalité. On sait, par l'entretien de Kaplan avec Duras, que l'excel-usine rencontre une expérience d'une établie en usine. Mais il faut noter que le livre, l'excel-usine, en étant narré au « on », mêle le sujet autobiographique à l'expérience des autres ouvrières et ne singularise pas la posture de l'écrivain témoin. Dans l'excel-usine, la narratrice témoigne en mettant son regard à égalité du réel observé. À l'instar de Blanchot, Duras remarque dans l'excel-usine quelque chose de l'ordre d'une mémoire de la Shoah. Dans un entretien au moment de la parution du livre, après que Duras ait demandé assez abruptement à Kaplan si elle est juive, elle ajoute, Duras, dans l'usine, il y a un archaïsme millénaire que vous avez reconnu qui est de l'ordre de la persécution, dit Duras. Sur l'usage grammatical du « on », Kaplan, quant à elle, affirme dans ce même entretien « Je pense que c'est une chose dont on a beaucoup de mal à parler, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, que là, derrière la tête, quand on travaille dans l'usine, il y a ça, il y a ce « on », et il y a l'impossibilité d'un « je » qui soit un « je », ça, j'en suis sûr. Donc, en faisant de l'usine le lieu d'un manque de subjectivation absolue, je la cite, d'un en-deçà du désir, je la cite encore, Kaplan met en relief le caractère désubjectivant de l'usine et pas uniquement l'euphorie de l'identité nouvellement acquise. L'excel-usine n'est pas pour autant le récit d'un échec politique qui viendrait a posteriori ridiculiser l'ambition maoïste d'unir les forces intellectuelles et manuelles. C'est avant tout un livre qui vient problématiser les rapports entre militantisme politique et témoignage de cette expérience dans la littérature. En effet, Kaplan refuse de romantiser la vie ouvrière. La littérature de Kaplan se définit donc, dès son premier livre, à partir d'une expérience politique qui était à la fois une mise en doute des pouvoirs de la littérature et un questionnement de la fixité des identités sociales. Et cette entreprise littéraire, qu'elle entreprend en 1982, est placée sous les auspices à la fois d'une mémoire de la Shoah et d'une mémoire de 68. Lorsqu'en 2009, j'ai fait un saut temporel assez abrupt, lorsqu'en 2009, Leslie Kaplan signe son autobiographie « Mon Amérique commence en Pologne », elle revient, encore une fois, sur mai 68, qui y occupe une place centrale. Ce livre reconstitue à la fois les anecdotes qui proviennent de son enfance, les œuvres d'art qui participent à sa formation intellectuelle et les événements politiques qui, graduellement, la politisent. La première partie du récit revient plus particulièrement sur les premières années de la vie de Kaplan, né à Brooklyn, puis élevé à Paris dans une famille juive américaine. C'est sous le signe de cette double culture, de cette double langue et de ces déplacements que s'ouvre le récit autobiographique. Mais c'est aussi sous le signe d'une mémoire de l'exil. Je la cite.
Mon Amérique commence en Pologne, où je ne suis jamais allé. Elle est présente et absente, comme dans la comptine que j'avais inventée enfant. Be my ghost, be my guest, come to America, nobody knows but me. Soit mon fantôme, soit mon invité. Viens dans mon Amérique, personne ne la connaît sauf moi. Kaplan naît durant la Seconde Guerre mondiale, écartelé entre l'Ancien et le Nouveau Monde, entre les profondes racines européennes et le fantasme américain de recommencement, entraîné par cet aller-retour rapide sur 2 générations, dit-elle. La genèse de l'identité est d'emblée partagée, fragmentée, entre les langues, les cultures différentes, entre les événements vécus et les exils des générations précédentes. Le livre de Kaplan a le mérite aussi de nous rappeler que la génération de 68 porte en effet en elle les débats politiques des générations antérieures. La guerre d'Algérie est très certainement fondatrice de la conscience politique de la génération 68 et plusieurs énoncés isolés dans mon Amérique commence en Pologne viennent rendre compte de l'éruption dans la conscience des jeunes Français de la violence du conflit en Algérie. Des barricades à Alger sont évoquées, ou plus loin, la torture, Jamil Abou Pacha, le manifeste des 121 pour le droit à la soumission. Ces phrases informatives rappellent en effet un peu l'écriture du constat qui caractérisait l'excel-usine, ce qui agissait alors dans l'excel-usine comme une éthique du réel, du sujet observateur, à la fois témoin et acteur de la vie en usine, est ici une manière de figurer la place du sujet dans l'histoire. La narratrice raconte son passé au présent, mêlant les événements personnels aux événements collectifs. Non seulement ces derniers sont mis sur le même plan que les événements personnels, donc que ce soit les relations amicales, amoureuses, familiales, les lectures, la cinéphilie, mais ces faits historiques ne sont pour ainsi dire jamais hiérarchisés. Ils sont présentés pêle-mêle, l'agitation à Alger, la question centrale de la torture, qui montre très bien aussi comment pour la génération de Kaplan, la France victorieuse de la résistance devient celle qui se range du côté des bourreaux, mais aussi une pétition signée par des écrivains, cette fameuse pétition signée par des écrivains dont, il n'y a pas de hasard, Blanchot, Duras, Mascolo, Antenne et quelques autres. Donc ce mélange des registres a évidemment des implications esthétiques. Le caractère fragmentaire de Mon Amérique commence en Pologne relève d'une esthétique du collage qui n'est pas sans rappeler les techniques d'un montage cinématographique qui ne tente pas de camoufler les trous de l'histoire ou le désordre du souvenir. Ces questions esthétiques rendent également compte d'une position politique, une manière d'imposer un partage politique différent que celui de l'idéologie dominante qui tente de naturaliser les places et les parts de chaque sujet. À propos du premier film de Godard, sorti à Paris au début de l'année 1960, elle écrit « À bout de souffle, on vit et on pense sur tous les plans en même temps. Amour, sexe, politique, ville, découverte, idées, en même temps et sans hiérarchie, comme dans l'enfance. La liberté, on l'éprouve, on la met à l'épreuve, quelque chose de pas vraiment défini, d'encore informe, une pensée en train de se faire, mais c'est fluide, léger et vivant, ça rebondit, comme la souplesse du récit dans le film, et c'est sérieux aussi et brutal. Urgence de penser l'événement, urgence et nécessité, éruption, pas d'a priori, tout arrive, tout peut arriver, par association, libre, justement, ça coule. Ce que dit Kaplan sur le cinéma de Godard est en quelque sorte un condensé de sa propre poétique. L'œuvre de Kaplan est garante de toute une histoire politique des avant-gardes et tente de réconcilier pratique artistique et forme de vie. Par les images de Godard, de René, de Demy ou de Rivette, la jeune Leslie se projette dans d'autres vies classiennes et moule sur ces modèles variés à la fois des désirs politiques ambitieux, mais aussi des formes de vie, des styles de vie, des postures, des manières de parler. Ultimement, la forme fragmentaire de cette autobiographie rend compte de ce refus systématique de l'ordonnancement, refus qui est d'ordre, vous l'avez compris, artistique et politique. L'arrivée des années 60 est donc, pour Kaplan, un moment de reconfiguration qui touche à toutes les sphères de la vie. Reconfiguration, certes, des modes de vie, des manières sensibles d'appréhender le monde, mais également de la manière de saisir le temps. Je la cite. C'est en septembre 68, une assemblée générale à la cité universitaire d'Antony. Une fille très jolie passe, elle va, elle vient, elle danse en parlant, elle porte 4 montres à chaque poignet, expansion du temps. À côté d'elle, un garçon pâle, hirsute, presque haillon, il murmure, il répète sans arrêt, c'est la fin du monde. OK, the 60s.
Cette anecdote, vécue par Kaplan, n'est pas sans rappeler le fragment, je le note, le fragment de Walter Benjamin sur les tests sur le concept d'histoire, où il raconte qu'en juillet 1830, les gens tiraient sur les horloges. Benjamin faisait de cette fable une allégorie d'un temps révolutionnaire, moment suspendu qui échappe à la téléologie du progrès. Pour Benjamin, comme pour Kaplan, le temps de l'insurrection est dialectique et réunit en lui à la fois l'événementialité du présent, la remémoration des défaites du passé et les espérances du futur. En effet, comment rendre compte de manière linéaire d'une époque où le temps avait pris de l'expansion, au point même d'être suspendu? Le sujet autobiographique mis en place dans Mon Amérique commence en Pologne est conforme à cette temporalité singulière. Lorsque vient le temps d'évoquer 68 et le climat qui règne dans les universités, Kaplan fait jouer un intertexte benjaminien qui en appelle à une manière de raconter l'histoire qui ne prend pas le passé comme un point fixe dont la remémoration pourrait permettre de se rapprocher. Ainsi, le récit de Kaplan construit son propre temps de la même manière que Kaplan découvre, toujours avec Godard, ici Une femme est une femme, 1961, qu'on, je la cite, on construit un film, on montre qu'on le fait. Elle ajoute, pourquoi on ne construirait pas sa vie? Contre la fausse naturalité d'une mise en forme de l'histoire, qu'elle soit personnelle ou collective, où les événements s'enchaînent dans une parfaite causalité, Kaplan construit un récit avec sa propre temporalité qui nous rappelle que le politique est ce qui rend possible la construction des identités, s'inscrivant en faux contre l'idée d'une fixité des places assignées et imposées comme naturelles. Cette contestation, qui s'étend sur toutes les 60s, trouve sa pleine réalisation dans l'établissement dont on parlait plus tôt. Je cite Kaplan. On parle de la révolution culturelle en Chine. Ce qu'on retient, l'alliance des travailleurs intellectuels et des travailleurs manuels. Enthousiasme. Fin de la citation. Dans un registre semblable à celui de l'excel-usine, Kaplan revient sur son établissement, décidé après, je la cite, une série d'enquêtes, d'analyses concrètes lancées par des étudiants marxistes-léninistes. L'expérience de l'établissement est un exemple paradigmatique de subjectivation politique, si l'on s'en tient à la définition qu'en offre Rancière, car elle est l'adoption d'une nouvelle identité politique qui s'inscrit dans une logique de l'autre. Mais il est intéressant de voir que la subjectivation est aussi une opération qui s'inscrit dans l'ordre du discours. Je cite Kaplan. Circuler plutôt qu'être à sa place, circuler partout, et les mots circulaient prenaient des drôles de sens. Il y a donc une subjectivation politique, une subjectivation première, qui, par les actions et les énoncés, rend possible les nouvelles identités. Le mélange du je et du nous, ultimement, s'incarne dans l'idée que les mots forment des identités et ont un impact dans le réel. Je cite toujours Kaplan. Les mots sont actifs. Les renversements, ils me font rire de plaisir. Politique, poésie. L'œuvre de Kaplan me semble tout à fait singulière dans le champ de la littérature contemporaine, notamment lorsqu'il s'agit d'interroger les rapports entre autobiographie et politique. J'ai étudié bon nombre de récits autobiographiques d'anciens établis, il y en a d'autres, donc Jean-Pierre Le Dantec, Jean-Pierre Martin, Olivier Rollin, Jean Rollin, Daniel Rondeau. Le cas de Robert Linhart est légèrement différent, et puis Pascal Rideau nous en parlera tout à l'heure par des récits de sa fille. Donc, dans ces récits, on remarque souvent l'idée d'une cohabitation impossible entre politique et littérature. Le dispositif autobiographique chez ces auteurs devient souvent le lieu d'un aveu, un aveu des fautes du passé, une manière de se purger des erreurs politiques d'hier et de réaffirmer son amour de l'art à la pureté enfin retrouvée. Je caricature un peu. On aura compris, je l'espère, à la lumière de mon intervention, que le travail de Leslie Kaplan repose sur un équilibre fort différent. D'une part, elle montre, tant dans l'excel-usine que dans Mon Amérique commence en Pologne, que mai 68, contrairement à ce qu'en dit une doxa libérale, a provoqué des changements profonds et durables chez ceux qui les ont vécus. Ces effets sont de nature subjective et induisent des conceptions politiques de la littérature observables chez Kaplan. On peut également observer cet héritage de mai 68 dans la mise en doute du statut d'exception de la littérature et dans une réflexion riche chez elle sur la culture et le refus de la marchandisation de l'art. Mais cet héritage de mai 68 est surtout sensible dans une pratique singulière de l'autobiographie politique, qui mêle la connaissance de soi aux événements historiques, mais plus particulièrement aux événements historiques qui viennent redéfinir les identités et les conditions de la subjectivité. En mai 68, non seulement disait-on « D'où parles-tu, camarade ?», mais on scandait aussi le slogan « Nous sommes tous juifs allemands », que Blanchot ou Rancière ont ultérieurement commenté afin de rendre compte de la singularité de mai 68.
Leslie Kaplan, dans un essai repris dans Les Outils en 2003, en fait, elle aussi, de ce slogan, un exemple du brassage identitaire de 68. En effet, cette identification impossible produit un rapport entre un mot et une identité qui n'est pas sans rappeler les hypothèses de Judith Butler, qui, dans Excitable Speech, affirme que les identités politiques naissent aussi en retournant les injures en identités positives. Cette réversibilité des mots, qui dans le slogan « Nous sommes tous juifs allemands » crée un « nous » inédit, signale également une forme de précarité des identités politiques. En l'entreprise autobiographique de Leslie Kaplan, par les coordonnées sensibles qu'elle figure et par les partages qu'elle propose entre anonymat et identité, rend visible cette puissance performative du discours. Elle construit sa propre vie en la mêlant à celle des autres. Elle comprend son propre parcours à la lumière d'une mémoire insurrectionnelle. Le discours fait advenir en quelque sorte un sujet politique. La subjectivation, elle est d'abord identitaire, mais elle s'incarne dans un acte politique, dans une pratique, puis, dans un second temps, le texte actualise la capacité de la littérature à rendre compte de cet écart entre les identités imposées et celles que l'on construit sur la base d'expériences politiques collectives. Donc, de l'anonymat de l'excès-usine jusqu'aux identifications multiples et multipliées de Mon Amérique commence en Pologne, ces diverses stratégies de présentation de soi construisent un sujet autobiographique et politique constitué d'enthousiasme et de mélancolie, mais surtout d'intermittence, car la puissance d'action du sujet et des mots doit sans cesse être vérifiée afin d'être en mesure d'accueillir à la fois les révolutions subjectives et les révolutions politiques.